Bien, eh bien écoutez, bonjour, bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il reste encore un petit peu de place dans les premiers rangs. Je suis désolé, on a été obligé de venir au Péninsula parce que le lieu habituel est fermé et donc les salles sont un peu plus petites. Donc du coup, ça manque de place assise. Bien. Écoutez, bienvenue à cette réunion destinée à présenter les résultats annuels de l'exercice 2022-2023 de Wavestone. Nous serons 4 pour animer la réunion de ce matin. Patrick Irigoyen, directeur général délégué de Wavestone. Laurence Toupy, à l'extrémité de la table, directeur financier de Wavestone. J'aurais dû commencer par Hélène Cambournac, responsable RSE de Wavestone, et moi-même, Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Et pour que les présentations soient complètes, j'ajoute que la réunion se déroulera comme toujours sous l'œil finalement de moins en moins exigeant et de plus en plus bienveillant de Michel Dancoine. Finalement, Michel, au fil du temps, est devenu de plus en plus bienveillant. Je vous en remercie, Michel. Michel Dancoine, donc cofondateur de Wavestone. Pour introduire cette réunion, le traditionnel rappel de la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil dont le métier est de guider et accompagner les grandes entreprises dans leur transformation, et en particulier dans leur transformation d'ampleur, c'est les transformations les plus structurantes ou les plus critiques pour leur business. Le cabinet possède des compétences sectorielles centrées sur le cœur de métier de ses clients dans les différentes industries, dans les différents secteurs d'activité du marché, des compétences technologiques centrées sur le digital et la cybersécurité, ainsi que des compétences en développement durable, qui se sont particulièrement développées au sein du cabinet cette dernière année. La promesse de Wavestone, qui nous distingue de nos concurrents, c'est de savoir conjuguer très étroitement, sans couture, l'ensemble de ces compétences au sein d'équipes pluridisciplinaires. C'est une des forces de Wavestone, c'est de savoir apporter cette combinaison étroite de compétences pour apporter à nos clients la meilleure réponse aux besoins de transformation qui sont les besoins de transformation de toutes les entreprises aujourd'hui, qui nécessitent d'avoir des réponses à 360 degrés en phase avec les grands enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les grandes entreprises. Wavestone réalise un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, compte plus de 4000 collaborateurs présents en Europe, aux États-Unis et en Asie. Voilà pour la fiche d'identité. Je laisse maintenant la parole à Patrick. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, comme nous l'avons annoncé le 27 avril dernier, sur l'ensemble de l'exercice 22-23, on peut peut-être changer de slide, merci. Wavestone a dégagé un chiffre d'affaires total de 532,3 millions d'euros en croissance de 13%. À taux de change constant, il s'élève à 528,6 millions d'euros, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 millions d'euros. À périmètre constant, c'est-à-dire hors Everest Group Consulting, Y Innovation, New Vantage Partners, Nomadeis, Penn Partnership et Cois Consulting, et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 7%. Notons que sur l'ensemble de l'exercice, l'effet jour est légèrement défavorable à moins 0,3%. Alors si on regarde le déroulement de l'exercice sous l'angle de nos KPI, eh bien, sur l'ensemble de l'exercice 22-23, le taux d'activité s'est établi à 73% contre 77% un an plus tôt. Le taux d'activité a reculé en fin d'exercice sous l'effet d'un début d'année civile 2023 ralenti et de nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre. Sur l'ensemble de l'année, le taux journalier moyen s'est établi quant à lui à 890 euros, en croissance de 4% par rapport aux 854 euros constatés un an plus tôt. À taux de change constant, sur le périmètre total, le taux journalier moyen s'est élevé à 883 euros, en progression de 3%. La prise de commande a été solide en mars, après un début d'année civile moins soutenu, ce qui nous permet d'avoir un carnet de commandes qui ressort à 4 mois à fin mars, identique au carnet de commandes de fin décembre. Alors, vous pouvez voir sur ce slide la répartition de notre chiffre d'affaires par secteur d'activité économique,
ainsi que la liste des 20 premiers clients du cabinet. Ce top 20 est représentatif du portefeuille client de Wavestone, un portefeuille de grands comptes, diversifié tant en termes de clients qu'en termes de secteur économique. En 2022-2023, les moteurs de la croissance ont été, comme attendu, l'énergie et les services financiers, qui ont cru de plus de 18%. Bonne surprise dans le secteur des transports, qui était en baisse depuis 2 ans et qui retrouve une croissance positive de plus de 17%, grâce d'une part à la stabilisation de notre activité au sein de la SNCF et plusieurs comptes dynamiques comme la RATP, CMA-CGM ou CSX, un groupe de transport ferroviaire aux US. Enfin, dernier commentaire, le secteur public est resté en croissance, mais une croissance modérée de 5% au regard du contexte en France et du choix de Wavestone de modérer ses investissements dans ce secteur. Si l'on observe maintenant le plan des ressources humaines, le rythme de recrutement a été soutenu tout au long de l'exercice. Au final, nous avons largement dépassé notre plan de marche annuel de l'ordre de 1300 collaborateurs recrutés. Et pour mémoire, nous visions le recrutement de plus de 1000 collaborateurs sur l'exercice 22-23. Le turnover, quant à lui, a poursuivi sa décélération sur le dernier trimestre. Il s'établit assis à 16% au 31 mars 2023, contre 19% à fin septembre sur 12 mois glissants et 18% au 31 mars 2022. Au final, l'effectif de Wavestone a progressé de 674 personnes sur l'exercice, dont 126 collaborateurs issus des rapprochements Nomadeis, Penn Partnership et Cohus Consulting. Et au 31 mars 2023, l'effectif du cabinet s'élevait à 4406 collaborateurs. Par ailleurs, Wavestone est certifié depuis 2023 Great Place to Work dans l'ensemble de ses bureaux dans le monde. En France, nous avons eu le plaisir d'obtenir pour la 2e année consécutive la première place du palmarès des entreprises de plus de 2500 salariés. Pour terminer, des nouvelles du programme d'acquisition. Au cours de l'exercice, nous avons réalisé 3 opérations qui nous ont permis de renforcer nos expertises et notre positionnement à l'international. Tout d'abord, le cabinet de conseil français Nomadeis, spécialisé en développement durable, une opération réalisée en avril 2022. Nomadeis a réalisé un chiffre d'affaires annuel au 31 mars 2022 de l'ordre de 1,9 million d'euros. Nous avons acquis 100% du capital et Nomadeis est intégré au compte de Wavestone depuis le 1er avril 2022. L'expertise de Nomadeis est aujourd'hui le fer de lance de l'activité Sustainability de Wavestone, à travers laquelle nous accompagnons nos clients dans leur transformation durable. Nous avons ensuite acquis 2 sociétés au Royaume-Uni. D'abord, en août 2022, Penn Partnership, un cabinet de conseil expert des projets de transformation opérationnelle et digitale, en particulier dans le cadre des services financiers et de l'industrie pharmaceutique. Penn Partnership a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 millions de livres pour l'exercice clos en mars 2022. Nous avons acquis 100% du capital de Penn Partnership et il est consolidé depuis le 1er août 2022. Enfin, en septembre, Cohus Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie IT. Le chiffre d'affaires annuel estimé de Cohus sur la période de 12 mois close au 30 septembre 2022 s'élève à 9 millions de livres. Nous avons acquis 100% du capital de Cohus Consulting et le cabinet est consolidé depuis le 1er octobre. Après ces 2 acquisitions réalisées au Royaume-Uni, Wavestone a changé de dimension. Le bureau au Royaume-Uni, le bureau a triplé de taille, avec aujourd'hui un chiffre d'affaires de l'ordre de 45 millions de livres en année pleine. La combinaison des 3 cabinets permet de couvrir des expertises business, digitales et technologiques et de cybersécurité, élargissant très largement notre proposition de valeur au UK. Laurent, je te cède la place. Merci Patrick, bonjour à tous. Comme vous venez de le voir, le chiffre d'affaires de Wavestone est en croissance de 13% sur l'exercice. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel courant de 77 millions d'euros, en progression de 3% par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 14,5% contre 15,9% l'année précédente. Cette marge opérationnelle courante est conforme à l'objectif communiqué le 8 mars 2023 qui intégrait une dose de prudence vis-à-vis de l'objectif initial de 15% du fait du recul du taux d'activité au 4e trimestre. Les achats consommés ont augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires, du fait de l'acquisition des sociétés Penn Partnership et Cohus Consulting,
qui recourt à la sous-traitance de manière plus importante que le reste du cabinet. Les charges de personnel ont quant à elles évolué à un rythme moins élevé que celui de la croissance de l'activité. Les ajustements de la politique salariale mis en œuvre au cours de l'exercice afin de maintenir l'attractivité du cabinet dans un contexte d'inflation n'ont pas empêché une légère progression du ratio prix de vente sur salaire grâce à la bonne orientation du TJM et au rajeunissement des équipes. À noter que les charges de personnel intègrent une charge non récurrente de 1,4 million d'euros liée à l'application de l'avenant 46 de la Convention Syntec, avenant portant sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Les charges externes ont augmenté significativement suite à l'accélération des dépenses en matière de recrutement et des ressources humaines en lien avec la progression des effectifs. Par ailleurs, les déplacements sont maintenant revenus à un niveau normatif, alors qu'ils étaient toujours ralentis lors de l'exercice précédent en raison de la crise Covid. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle qui reste stable et des autres produits et charges opérationnelles constitués principalement des frais relatifs aux acquisitions de l'exercice, le résultat opérationnel s'est établi à 72,7 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice précédent. Du fait des acquisitions et de la hausse des taux d'intérêt, le coût de l'endettement financier net s'est accru pour s'établir à 1,8 million d'euros contre 0,9 million d'euros un an plus tôt. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à moins 2,3 millions d'euros et se décomposent en 0,8 million d'euros de perte de change, 1,3 million d'euros du coût des instruments financiers et 0,2 million d'euros de charges d'intérêt IFRS 16. Finalement, après prise en compte de la charge d'impôt qui diminue grâce à la baisse du taux d'impôt en France, le résultat net part du groupe ressort à 50,1 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2022-2023 en léger repli par rapport à l'exercice 2021-2022. La marge nette s'établit ainsi à 9,4% contre 10,9% un an plus tôt. Je vous propose maintenant de regarder notre tableau de flux de trésorerie. À l'issue de l'exercice 2022-2023, Wavestone a dégagé une capacité d'autofinancement de 83,8 millions d'euros en progression de 6%. Vous pouvez voir que l'activité a généré 41,1 millions d'euros de cash sur la période, contre 56,3 millions d'euros un an plus tôt, après prise en compte du paiement des impôts de 21,1 millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 21,6 millions d'euros. Cette augmentation du BFR est notamment liée à la croissance du chiffre d'affaires et à un allongement des délais de règlement client. Les opérations d'investissement ont consommé 52,7 millions d'euros sur l'exercice, liées essentiellement aux acquisitions de Nomadeis, Penn Partnership et Coeus Consulting. Les flux liés au financement ont consommé 25,8 millions d'euros de cash. Ils sont constitués de 4,4 millions d'euros de remboursement net d'emprunts financiers, de 6,4 millions d'euros de rachat d'actions, de 5,1 millions d'euros de remboursement d'aide locative, selon la norme IFRS 16, et de 7,6 millions d'euros de versement de dividendes au titre de l'exercice 2021-2022. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres progressent de 42,1 millions d'euros pour s'établir à 299,1 millions d'euros au 31 mars 2023. Les écarts d'acquisition ont augmenté de 56,9 millions d'euros suite aux acquisitions de l'exercice. La trésorerie nette s'élève à 27,1 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2022-2023, contre un endettement net de 16,2 millions d'euros à mi-exercice et une trésorerie nette de 60,3 millions d'euros à fin mars 2022. En ce qui concerne le capital de Wavestone, il y a peu de mouvements par rapport au 30 septembre 2022, avec 55% des actions détenues par les fondateurs et mandataires sociaux. Le flottant représente 36% du capital, dont les 3/4 sont détenus par des fonds institutionnels français et internationaux et 1/4 par des actionnaires individuels. Les salariés du cabinet détiennent quant à eux 7,8% du capital, dont 3% détenus à travers le FCPE Wavestone en France et à l'international. À noter qu'à partir du 31 mars 2023, la méthode de calcul de l'actionnariat salarié a été modifiée sur la base de l'article L225-102 du Code de commerce.
Sans cette modification de calcul, la part détenue par les salariés serait plus élevée d'approximativement 0,3%. Donc stable par rapport à l'exercice précédent. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par des actions autodétenues. Enfin, le conseil d'administration de Wavestone propose à l'Assemblée générale du 27 juillet prochain le versement d'un dividende de 0,38 euros par action au titre de l'exercice 2022-2023. Ce dividende est identique à celui versé en 2022 et représente 15% du résultat net part du groupe, conforme à la politique de distribution du cabinet. Pour finir cette partie financière, vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2022, le cours du titre Wavestone a suivi globalement l'évolution du CAC Mid & Small, mais de manière plus accentuée. Le titre est ainsi en baisse de 18% sur la période, alors que le CAC Mid & Small est en baisse de 11%. Depuis le début de l'année 2023, le titre évolue parallèlement à cet indice. Au 26 mai, la performance year-to-date de Wavestone est un peu en dessous de celle du CAC Mid & Small, respectivement à plus 3 et plus 4%. Je laisse maintenant la parole à Hélène, qui va vous parler de nos résultats en matière de RSE. Merci Laurent. Passez à la slide suivante, merci. Le bilan de cet exercice 22-23 sur le plan de nos objectifs RSE est globalement positif. Je vais vous commenter quelques faits marquants. Tout d'abord, sur le plan de l'engagement des collaborateurs, je ne reviens pas sur nos très bons résultats Great Place to Work, qui sont une grande satisfaction pour cette année, ni sur le turnover. Patrick vous l'a déjà évoqué tout à l'heure. Autre fait marquant, nous avons réexprimé nos valeurs, résumées par notre baseline The Positive Way, pour en faciliter l'appropriation dans toutes les géographies et par nos futures acquisitions. Sur le plan environnemental, nous avons obtenu la validation par SBTi de nos objectifs associés à la trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, une trajectoire alignée avec le net zéro standard de SBTi. Concrètement, ces objectifs portent sur un horizon court terme, 2026, et un horizon long terme, 2050. Enfin, dans le cadre de notre plan stratégique Impact, nous avons pour objectif de figurer dans le top 5% des entreprises les plus en pointe en matière de RSE. Objectif atteint cette année avec nos résultats IT Finance, ESG Ratings et EcoVadis. Néanmoins, l'exercice a été marqué par une déception sur le plan de la satisfaction client. Je vais y revenir plus précisément. Comme vous le voyez, le NPS pour l'année 22-23 est en recul à 45 pour un objectif à 50. Cette dégradation s'explique avant tout par un manque de mobilisation du cabinet dans l'exécution du plan d'action visant à le faire progresser et sans doute par la perturbation engendrée par un turnover élevé sur le premier semestre. Hormis un bémol sur le turnover, en retrait de notre objectif, mais sur une tendance positive, tous nos autres objectifs ont été dépassés en matière de conseil responsable, mais également d'engagement collaborateur, de diversité et d'inclusion, d'engagement sociétal et sur le plan environnemental. Sur ce dernier volet, nos très bons résultats s'expliquent principalement sur le scope 1 et 2 du bilan carbone, c'est-à-dire nos émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, par la réduction de la surface de nos locaux parisiens depuis 2021, et sur le scope 3, c'est-à-dire nos émissions indirectes liées à notre chaîne de valeur, par la reprise bien maîtrisée de nos déplacements professionnels. Parlons maintenant de nos 3 priorités pour l'exercice à venir. Donc, sans surprise, premier objectif, l'amélioration de la satisfaction de nos clients. Nous pensons avoir identifié les bons leviers, mais nous devons maintenant drastiquement renforcer les moyens pour exécuter rapidement et efficacement notre plan d'action, en particulier sur la gestion des insatisfactions de nos clients, la rotation des consultants sur les projets et l'expertise apportée notamment dans le cadre de dispositifs et d'équipes plus juniors. Notre deuxième priorité, c'est de poursuivre et renforcer l'accompagnement de nos clients sur les enjeux de développement durable. Cela se traduit d'une part par l'accélération du déploiement de notre démarche conseil responsable, soutenue par la formation de tous les collaborateurs,
et par le développement de nos offres sustainability. Enfin, troisième priorité, c'est de poursuivre notre action de réduction de nos émissions dans le cadre de notre trajectoire SBTI exigeante et en priorité sur les déplacements professionnels en avion et la décarbonation de nos achats compte tenu de l'évolution observée cette année. Pour 23-24, je vous laisse découvrir l'ensemble des objectifs que nous visons sur les trois priorités que je viens d'évoquer. En ce qui concerne la satisfaction client, nous visons de restaurer le NPS à 50 et dès cette année. En matière de conseil responsable, notre ambition d'accélération doit se matérialiser par un fort accroissement du nombre de projets sur lesquels nous appliquons la démarche et nous visons de passer de 100 projets en 22-23 à 300 projets pour 23-24. Et enfin, sur le plan environnemental, comme je l'ai évoqué, l'atteinte de notre objectif de moins 25% sur le scope 3 concentrera la majeure partie de nos efforts. Pour conclure sur chacun de nos engagements RSE, nous nous inscrivons évidemment dans une démarche de progrès de long terme et avons donc défini des ambitions à horizon 2026. Et je vous le rappelle, nous avons également mis en place depuis 2021 un crédit impact associé à une partie de ces objectifs. Je laisse maintenant la parole à Pascal qui va vous faire un point de situation sur l'activité de Wavestone aux États-Unis et évoquer nos perspectives pour cette année. Merci Hélène. Donc je vous propose maintenant effectivement de faire un petit détour par les États-Unis, une géographie où les performances du cabinet ont été en retrait depuis maintenant plusieurs trimestres. Depuis l'été 2022, le marché est devenu plus difficile aux États-Unis, encore plus qu'en Europe. Comme vous le savez, le secteur de la tech aux États-Unis a connu une année très difficile et étant donné que ce secteur de la technologie est depuis plusieurs années le principal acheteur du consulting aux États-Unis, le marché du conseil commence maintenant lui aussi à être touché. On a ainsi pu voir se succéder, vous l'avez certainement noté, depuis quelques mois, des annonces de réduction d'effectifs, de gel des recrutements chez les grands acteurs anglo-saxons du conseil et c'est très lié à ce qui se passe effectivement outre-Atlantique. Dans cet environnement plus compliqué, il y a quand même des pôles de résistance sur le marché du conseil en ce qui concerne la demande de conseil aux États-Unis. Par exemple, je vais y revenir, le secteur de la santé, qui est un secteur en pleine consolidation et transformation, ou de manière plus transverse, le thème de l'optimisation et de la rationalisation des coûts, qui bien sûr, en période de contexte économique plus difficile, devient une priorité pour les entreprises. Et ces besoins d'optimisation et de rationalisation des coûts font naître de nouvelles opportunités en matière de demande de conseil. En dépit du contexte que je viens de décrire, l'activité de Wavestone aux US est en amélioration. Cette amélioration a tardé à se matérialiser dans nos chiffres. On espérait la voir se matérialiser sur l'ensemble du second semestre 2022-2023. En fait, l'inflexion est intervenue un petit peu plus tardivement, mais elle a été réelle au quatrième trimestre de l'exercice, avec une marge opérationnelle de 9% sur ce trimestre, contre environ 3% pour l'ensemble de l'exercice. Cette amélioration provient d'une activité commerciale qui a été plus dynamique depuis maintenant un certain nombre de mois aux États-Unis, et notamment en lien direct avec ce que j'évoquais sur la physionomie du marché, grâce aux bonnes positions dont Wavestone dispose dans le secteur de la santé aux États-Unis, et par ailleurs sur le thème du conseil en outsourcing et BPO, et qui sont des sujets sur lesquels nous avons acquis des compétences intéressantes et de premier plan, notamment il y a un peu plus d'un an avec l'acquisition de Everest Group Consulting. Sur un plan plus qualitatif, au-delà de cette dynamique commerciale donc, qui commence à se manifester, les progrès sont plus larges au sein de notre activité aux États-Unis et en particulier en ce qui concerne l'alignement de l'ensemble des équipes sur le projet et la proposition de valeur que Wavestone veut développer aux États-Unis, ce qui permet aux synergies de se développer rapidement entre les équipes qui sont issues des différents environnements que nous avons réunis pour constituer notre activité aux États-Unis.
Bon, il convient néanmoins de rester prudent. Nous n'en sommes qu'au début de notre recovery. Et par ailleurs, le contexte de marché n'est pas favorable pour faire une recovery très, très rapide. Dans ce contexte, nos enjeux pour l'exercice 2023-2024 vont être tout d'abord de capitaliser sur cette meilleure dynamique pour poursuivre l'amélioration de la rentabilité. C'est le premier objectif. Ça va être par ailleurs pour rendre cette amélioration de la rentabilité durable. Ça va être de passer à un nouveau stade en matière de client management pour solidifier notre assise commerciale. Nous avons réussi à animer le moteur commercial pour pénétrer de nouveaux clients. Maintenant, il faut qu'on arrive à développer des empreintes plus solides chez ces clients et pour de manière à avoir un meilleur grip sur un certain nombre de clients phares qui vont permettre d'asseoir la performance dans la durée de notre activité aux États-Unis. Et nous allons aussi essayer de profiter d'un environnement qui devient plus favorable en termes de M&A pour réaliser de nouvelles acquisitions et donc conforter notre assise aux États-Unis où nous sommes encore petits et sans doute à une taille sous-critique par rapport à la physionomie du marché américain. Après ce détour par les États-Unis, je vous propose maintenant de conclure cette réunion par quelques messages sur nos perspectives concernant l'exercice 2023-2024 qui vient de s'ouvrir. Notre premier objectif en 2023-2024, ça va être le rétablissement des performances du cabinet après un quatrième trimestre de l'exercice 2022-2023 qui avait été un trimestre difficile. Ce rétablissement sera progressif, mais il devrait se concrétiser dès le premier trimestre 2023-2024, puisque nous visons pour ce premier trimestre un taux d'activité de 73% contre 71% pour le trimestre précédent. Un taux d'activité donc en redressement, tout en capitalisant sur la bonne orientation de nos prix de vente, qui nous paraît pouvoir se prolonger dans les trimestres qui viennent. À plus moyen terme, sur l'ensemble de l'exercice, la priorité du cabinet va rester bien sûr l'intensité et l'agilité de l'action commerciale dans un environnement plus difficile et par ailleurs plus mouvant. Intensité et agilité de l'action commerciale pour tirer parti des segments de marché et des clients qui présentent les meilleures opportunités de développement. En matière de recrutement, nous allons cette année moduler nos efforts après une année de recrutement intense l'année dernière. Et nous allons moduler ces efforts à la fois pour tenir compte du contexte de marché donc plus difficile en 2023, mais également compte tenu du fait que le turnover a connu une baisse très importante ces derniers trimestres et nous nous situons maintenant en dessous de notre niveau normatif de moyenne période, donc effectivement le besoin de recrutement est moins important. Mais cette modulation du recrutement ne pèsera pas outre mesure sur notre croissance de l'exercice, car nous bénéficions d'un effet embarqué important en termes d'effectifs au 1er avril 2023. Concernant la croissance externe, nous poursuivons notre politique d'acquisition ciblée, en priorité au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme je viens de l'indiquer, sans nous interdire des opérations tactiques dans d'autres pays. Et enfin, comme annoncé dans le cadre du plan Impact, je vous rappelle que nous restons attentifs à des opportunités de rapprochement plus transformants. En termes de perspectives chiffrées, nous nous fixons l'objectif de réaliser en 2023-2024 un chiffre d'affaires supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance totale de 9%, dont 7% à périmètre constant, en dépit de l'effet jour défavorable de l'exercice que nous venons d'ouvrir, puisque effectivement cet exercice va pâtir d'un effet jour défavorable de moins 1,6%. En matière de rentabilité, le cabinet se fixe de revenir à son niveau de marge opérationnelle courante cible sur moyenne période, c'est-à-dire que nous nous fixons l'objectif de dégager une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'ensemble de l'exercice. Ces objectifs tiennent compte de la consolidation en année pleine de Penn Partnership et Cohus Consulting, c'est ce qui explique l'écart de 2% entre la croissance à périmètre constant et la croissance totale. Et ces chiffres s'entendent à taux de change constant et hors nouvelle acquisition. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos chiffres de l'exercice et nos perspectives. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Oui, bonjour, Denis Chéret, Demicap. J'avais des questions concernant les perspectives et la dynamique commerciale, savoir si vous pouviez faire un petit focus sur le secteur bancaire, comment vous voyez la situation, parce qu'il y a quelques ESN qui ont évoqué des baisses de budget, donc si on pouvait avoir un petit point, et également sur les perspectives, est-ce qu'il faut comprendre que la croissance organique devrait être un peu moins forte aux US et au UK que sur l'ensemble du groupe, ou pas du tout? Enfin, est-ce que vous pouvez évoquer ça? Merci. Sur le plan du secteur bancaire, oui, nous ressentons la même chose. Nous ressentons un petit peu de tension depuis quelques mois. Dans le cadre des secteurs sur lesquels on considère qu'on peut bâtir 2023-2024, pour autant, le secteur financier globalement devrait être résilient, mais de façon un petit peu beaucoup plus contrastée que cette année, où globalement il a été bon en 2022. 2023, on pense que l'assurance devrait être assez résistante, et dans le secteur bancaire, tous les comptes ne réagiront pas de la même manière. Certains comptes nous paraissent bien armés, d'autres un peu moins, et sur lesquels on devrait voir une baisse de la demande. Un compte qu'on considère qui tourne bien, par exemple, c'est Crédit Agricole, un petit peu plus difficile en ce moment, avec des signaux de ralentissement sur SG, par exemple. Voilà, c'est pas majeur, mais il y a quand même des sources d'attention sur ce secteur. Et puis qu'il y a des représentants de BNP Paribas dans la salle, une discipline des coûts qui me paraît exagérée chez BNP Paribas. En ce qui concerne les aspects géographiques, je dirais que on a effectivement finalement 3 zones. Europe continentale, où la dynamique est vraiment très convergente sur tous nos bureaux en Europe continentale. C'était assez frappant au cours de nos dernières revues mensuelles. Le Royaume-Uni, de manière contre-intuitive, la dynamique est meilleure. Et ce n'est pas seulement Wavestone, parce qu'on bénéficie côté Wavestone de rapprochements qui apportent pas mal de dynamique, qui se passent très bien et qui on bénéficie donc des effets de synergie, du cross-selling qui booste notre activité. Mais globalement, on voit que sur le marché, nos concurrents sont plutôt en forme au Royaume-Uni, alors que l'environnement économique pourrait laisser penser le contraire. Donc la demande de conseil se tient bien au Royaume-Uni. Et effectivement, aux États-Unis, le marché est moins porteur, ce qui ne va pas empêcher effectivement pour autant une assez bonne croissance organique de l'activité, nous pensons, au Royaume-Uni, grâce simplement à un effet plutôt meilleure productivité, remontée de nos indicateurs. Et donc ça va plus être... je dirais à travers cette remontée de nos indicateurs, le fait de regagner du terrain à la fois sur nos taux d'utilisation et sur nos prix qui va alimenter cette croissance organique en résultat avant tout d'un très fort investissement commercial qui a eu lieu tout au long de l'année 2022, plus que d'une dynamique marché. Oui, bonjour, Jean-Pierre Léveillé, LLM Associé. J'aurais 4 questions. Je ne connais pas bien votre société. La 4e, je la garderai pour la fin. Je ne comprends pas bien le phénomène de sous-traitance sur les croissances externes, peut-être parce que je connais mal vos métiers, parce que ça me paraît, vu de loin, contradictoire avec votre souci de fournir un service sans couture, selon votre expression. Ma 2e question, je comprends pas bien non plus, vous avez l'air de parler de la non-réalisation des objectifs de satisfaction client, et vous nous dites, si j'ai bien entendu, probablement dû au turnover. Je voudrais que vous soyez un petit peu plus précis. En gros, que vous disent vos clients insatisfaits? Vous pourriez nous donner 1 ou 2 exemples. Finalement, ça me parlera peut-être mieux. Ma 3e question, c'est quelles sont les différences de marge entre la France, qui semble-t-il représente 80% du chiffre d'affaires, et l'international, qui représente 20% du chiffre d'affaires, à la fois historiquement et sur le dernier exercice. Vous avez marqué 3% de marge opérationnelle pour les US, mais si on prend l'international de façon globale. Et pourriez me rappeler, parce que ça je l'ignore, comment vous avez commencé aux US et à l'international? Est-ce que vous l'avez fait par vous-même, par vos clients? Comment ça a démarré en fait l'international? Merci, puis je reviendrai sur la 4e question après. Ah non, le suspense c'est intolérable, dites la 4e question tout de suite. Peut-être réponse rapide sur la sous-traitance. Là, vous avez raison, dans nos types d'activité, la sous-traitance est une portion congrue. Hein. On a une sous-traitance assez faible. Je parle sous le contrôle de Laurent, mais on doit être à 3-4%. Oui, entre 4 et 5%. Voilà, un petit peu plus. Donc ça reste très modeste.
en raison de l'activité. C'est pour autant, dans certaines géographies, des modes de travail qui sont plus développés, notamment aux US. Et on a eu un accroissement de la sous-traitance, en particulier à travers l'arrivée de Penn Partner, US-UK, excusez-moi, donc dans le monde anglo-saxon. Et Penn Partnership a contribué de façon assez importante à l'augmentation de la sous-traitance sur l'année. Sur la satisfaction client, je laisse la parole à Hélène, bien sûr. Sur la satisfaction client, donc on mesure par le NPS, les principaux points que nous remontent nos clients, c'est d'une part pas forcément une bonne gestion des situations d'insatisfaction. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtraiter la manière dont on gère ces situations d'insatisfaction, notamment en impliquant des personnes du top management de l'entité concernée. D'autre part, pas toujours une bonne gestion des rotations des consultants dans le cadre des missions. Et donc c'est sur ce point notamment qu'on peut faire un lien avec le sujet du turnover qui a été plus fort sur le premier semestre, parce que le turnover a généré davantage de rotation sur les projets et donc des perturbations dans l'environnement client. Donc là, on doit vraiment s'améliorer. Et puis, on peut espérer que le ralentissement du turnover va quand même nous aider. Et le troisième point, c'est l'apport d'expertise. Dans certaines configurations de projets, on a des dispositifs avec des gens plus jeunes, plus juniors, et du coup, où les clients constatent un moindre apport d'expertise et sur lequel il faut qu'on progresse pour s'appuyer sur des experts internes et rendre visible cette expertise, muscler nos équipes plus jeunes pour que ce soit davantage perçu par les clients. J'ajouterais que, je ne sais pas si vous êtes familier avec le NPS. Le NPS, c'est un indicateur qui est très exigeant. 50, c'est vraiment un niveau de satisfaction qui est très important. Et peut-être qu'il y a un indicateur instantané qui est moins exigeant et donc du coup qui permet moins de piloter la satisfaction client, mais qui est finalement le nombre de clients satisfaits. En réponse globalement, je ne sais plus quel est le nombre, mais c'est largement plus de 80% des clients qui disent, en règle générale, nous sommes satisfaits du travail de Wavestone. Donc le NPS, c'est pour aller tirer finalement de la satisfaction encore plus loin et en particulier faire ressortir le risque qu'il peut y avoir d'avoir certains clients qui sont des détracteurs de Wavestone parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. À l'international, aux US, notre activité est la résultante d'une part d'un développement organique qui avait été réalisé par l'une des sociétés qui a été acquise par Wavestone, qui était européenne, mais qui avait exporté ses activités aux États-Unis pour suivre quelques clients. C'était dans le cadre de l'acquisition donc de Kurt Salmon en 2016 que nous avons acquis cette activité qui résultait d'un développement organique. Ce développement organique s'était fait beaucoup en exportant des consultants français auprès de filiales américaines de grands groupes français, en particulier dans le secteur de la finance. Ce n'est pas un mode de développement pérenne et ce n'est pas quelque chose qui permet de devenir compétitif, en particulier sur un marché aussi exigeant que les États-Unis. Et donc depuis, nous avons fait plusieurs petites acquisitions ciblées pour transformer les équipes, avoir finalement des savoir-faire parfaitement compétitifs sur le marché américain et puis par ailleurs avoir un management des partenaires qui sont des partenaires complètement ayant la culture du marché du conseil aux États-Unis, ayant les réseaux, les points d'entrée dans les clients sur ce marché. Donc une combinaison de développement organique au départ et ensuite des build-up qui ont permis progressivement de transformer les équipes pour en faire une véritable équipe, une véritable practice américaine d'activité de conseil. Et juste sur les marges, entre le niveau de marge de tout l'international et de la France, juste pour se rendre compte. Oui, juste, vous êtes avec 14-15% de marge en global, mais si on se comment ça se répartit? Donc déjà en répartition du chiffre d'affaires, en fait, chiffre d'affaires en France 80%, international 20%. La marge en France, il faut compter 1-2 points de plus en fait finalement que la moyenne du cabinet, sachant qu'à l'international, effectivement la marge en fait aux US est, comme l'a présenté Pascal, en fait de l'ordre de 3%. Au UK, elle est aujourd'hui du même niveau que la France. En fait, on a quelque chose avec un très bon niveau de rentabilité. Et évidemment, l'objectif en fait est d'amener tout le monde au même niveau de rentabilité en fait. Probablement que vos objectifs de l'exercice qui vient de démarrer plus, il vient surtout de l'amélioration de la marge aux US finalement. Rien que ça suffirait. C'est facile à dire, hein, assis sur ma chaise.
on est resté assis et en même temps, si vous voulez nous aider. On est prudent, en fait, quand on établit nos budgets sur toutes les zones où on fait de la croissance externe, parce que la croissance externe cause des perturbations et peut avoir un effet dilutif sur les marges. Donc c'est pour ça qu'à l'international, d'une part, on est moins installé et par ailleurs, on fait régulièrement des croissances externes et donc ça présente des aléas en termes de marge. Mais l'objectif, c'est d'avoir sur la zone internationale, de toute façon, plus d'une marge opérationnelle à 2 chiffres. Elle est un petit peu supérieure à ça, même en prenant en compte l'activité aux US qui a sous-performé cette année. Mais on reste prudent partout où on se développe rapidement. Ça veut dire qu'on prend des risques en termes de marge et donc dans la manière dont on budgète nos exercices, on garde une dose de prudence partout où il y a des intégrations en cours. Et donc ma dernière question, je pense que les épreuves de baccalauréat n'ont pas commencé. En général, ça commence par la philosophie. Je ne sais pas si ça a changé d'ailleurs. Et donc la question bateau, c'est l'intelligence artificielle, menace ou opportunité? Vous avez 4 heures. Alors, non, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je présente le philosophe Pascal Imbert. Connu comme chef d'entreprise, moins comme philosophe, mais vous allez voir. À court terme, je vais le faire très court. À court terme, c'est une opportunité. Dans les 2 ans qui viennent, c'est clairement une source de business supplémentaire. Patrick citait un exemple et je suis très frappé de ce que la rupture technologique que représente l'IA générative amène finalement une adoption beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu sur d'autres ruptures technologiques. Le cloud, ça a été un cycle d'adoption qui a presque duré 10 ans avant qu'on passe à l'échelle. Sur blockchain, en fait, on n'est jamais passé à l'échelle sur l'utilisation de cette rupture technologique. On a l'impression que là, il pourrait y avoir un passage à l'échelle extrêmement rapide. Et en tout cas, d'ores et déjà, ça représente une source de business en quelques mois à peine qui commence à être visible. Ça déclenche des projets et par ailleurs, on nous demande d'intégrer cette faculté dans les réflexions sur des scénarios d'évolution, en particulier dans des optiques d'efficacité opérationnelle ou d'amélioration de la relation client. J'ajouterais que non seulement à court terme, l'IA générative donne lieu à des nouvelles possibilités, mais par ailleurs, elle fait monter des nouvelles sources de risques. Vous savez que Wavestone est très fort dans le domaine de la cybersécurité, sur des sujets de type data privacy, etc. Or, l'adoption à l'échelle de l'IA générative va poser des questions complètement nouvelles en matière de cybersécurité, de data privacy et d'éthique. Donc, non seulement il y a des opportunités nouvelles, mais par ailleurs, il y a besoin d'apporter des nouveaux contrôles, de définir des nouvelles règles, des nouveaux modes opératoires pour éviter finalement à nos clients de se trouver pris dans des controverses qui pourraient être des controverses de grande nature compte tenu de la sensibilité, de grande ampleur, compte tenu de la sensibilité du sujet. À plus moyen terme, il va continuer à y avoir ce développement des opportunités et des effets finalement de nouveaux projets de transformation qui vont naître chez nos clients. Mais va commencer à apparaître en contrepartie un risque qui est finalement de voir une partie des prestations et des services qu'offrent les cabinets de conseil qui pourraient petit à petit, pour les plus banalisés d'entre eux, être remplacés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vous donne juste un exemple pour parler de choses très concrètes. Les cabinets de conseil aujourd'hui sont régulièrement appelés à la rescousse par des clients dans différents secteurs d'activité, mais en particulier dans le secteur financier, pour aider à mener des projets de remédiation quand il y a des problèmes vis-à-vis d'une réglementation, qu'on n'est pas compliant, quand l'inspection générale d'une grande banque se rend compte qu'il y a des défauts de contrôle sur certains sujets. Et donc, on fait tout un travail qui consiste à aider les équipes opérationnelles qui généralement ne sont pas armées pour arriver à faire face à la surcharge de travail que représentent des grands projets de remédiation pour remettre au carré des process ou remettre au carré des dossiers chez les clients. Donc, les cabinets de conseil peuvent être amenés à intervenir et ça peut représenter des opérations de gros volume. Et clairement, avec l'intelligence artificielle, il va rester du business, mais ce business, il peut être divisé par 5 ou par 10, parce qu'il y a toute une partie du travail qui est fait aujourd'hui par des consultants, qui petit à petit pourra être automatisé grâce à des moteurs d'intelligence artificielle. On le fait un tout petit peu, mais c'est très limité, parce que l'intelligence artificielle n'avait pas la même souplesse que ce que permettent maintenant les technologies d'intelligence artificielle générative. Demain, on va certainement passer à une autre échelle.
Et donc, l'enjeu pour les cabinets de conseil, ça va être... Il y a Patrick Irigoyen qui me pose la main sur le genou, ça veut dire que ça commence à devenir un petit peu long. L'enjeu pour les cabinets de conseil, ça va être d'arriver à bien se déplacer pour rester sur des sujets sur lesquels notre valeur ajoutée est incontournable et ne peut pas être remplacée par l'IA générative. Et je vous passe le développement sur l'offshore qui, là, amènerait Patrick à me broyer le genou. Donc, je m'arrêterai là. Je crois qu'il y a une question ici et Patrick Irigoyen va faire la réponse, mais de manière extrêmement synthétique. Éric Blin, Finance Connect. Juste en follow-up des questions précédentes, est-ce que vous incluez le freelance dans la sous-traitance? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites très peu appel à cette notion de freelance, même à l'international? On le fait, en fait, pour reprendre la réponse, en fait, donc, sous-traitance d'une manière générale, donc très limitée au niveau du cabinet, inférieure à 5%. Plus importante, en fait, au UK et aux US, notamment au travers des acquisitions. Donc, par exemple, Penn Partnership, dans les chiffres qu'on a communiqués, il y a sur une centaine de personnes, 60 en fait, personnes internes, 40 contractors. Et ensuite, ces contractors ont plus effectivement un statut de freelance, en fait, quelque part, que de sous-traitants organisés au travers d'une société, comme ça peut être plus le cas en France. D'accord. Et juste, vous avez dit que la marge en France était 2 points de plus qu'à l'international. 1 ou 2. J'ai été flou par... Oui, parce que si on met 2, ça fait plus beaucoup sur l'international. Oui, c'est pour ça que j'ai été flou. Ouais, d'accord. Elle est supérieure, en fait, à la moyenne en France. Elle est inférieure à la moyenne en fait à l'international, avec tout en étant en fait supérieure à 10%, comme le mentionnait Pascal, et avec on commence à avoir des choses assez hétérogènes en fait d'un pays à l'autre. Donc US en fait 3% et UK en fait à la hauteur de la moyenne, voire proche de la France. Et vous avez mentionné 9% sur le dernier trimestre, c'est-à-dire le T4, donc le T1 calendaire, qui a bénéficié quand même d'un effet jour assez sympathique, je crois. Est-ce que ce 9%, on peut l'extrapoler ou cet effet jour, justement, explique probablement une partie? L'objectif dans un premier temps, c'est de revenir effectivement à une marge opérationnelle de chiffres aux États-Unis. À l'international, ce qu'on souhaite, c'est n'avoir aucun pays qui soit sur une marge opérationnelle inférieure à 2 chiffres. Dès cette année, alors? C'est l'objectif dès cette année. Je me méfie finalement du contexte de marché aux États-Unis et par ailleurs du fait qu'on est simplement en début de recovery. Et donc une recovery, ce n'est pas forcément une trajectoire complètement linéaire, mais l'objectif, c'est bien d'être sur l'exercice à une marge opérationnelle à 2 chiffres aux États-Unis. Et troisième petit point, dans votre prévision de 7% de croissance en organique sur l'exercice, vous estimez que le facteur prix pourrait être de combien? Le 3-4 comme l'année dernière ou non, 3? Un petit peu. Enfin, facteur prix organique entre 1 et 1,5. À date, c'est là-dessus que nous avons basé notre scénario. Viendra se rajouter sur l'effet prix un effet croissance externe, c'est-à-dire l'apport de Penn et de Cohus. Mais sur la partie organique, c'est 1,5. C'est-à-dire que 1,5 de prix, oui, alors que les salaires augmentent et que votre taux de rotation faiblit, c'est pas très très bon pour la marge normalement. On a gagné un petit peu de confort cette année sur l'effet rapport prix sur salaire. Nos prix ont augmenté plus vite que nos salaires, donc on s'est donné un petit peu de marge de manœuvre cette année. On considère qu'on aura un effet évolution des salaires l'année prochaine, notamment à travers les décisions que nous avons prises cette année en termes d'augmentation, mais dans un ratio qui devrait nous amener à être stable sur l'année prochaine, entre prix et salaire. Peut-être un petit effet, on va dire, moindre rajeunissement de la politique que ce qu'on a connu, mais on saura l'absorber sans effet notable sur le dross. Et le dross, pardon, ratio prix de vente sur salaire. Excusez-moi. Moi aussi, je vois mon genou. Il y a des choses qui se passent sous la table. C'est moche. Et juste, le dernier point, c'était
dans la série Philosophie, il y avait une question il y a 4-5 ans, c'était RSE. Maintenant, on ne parle plus que de ça. Est-ce que dans votre activité, en termes de débouchés, ça représente quelque chose qui devient significatif? Ça représente quel ordre d'idées dans vos développements en termes de contrats, si tout ce qui touche un peu à la consommation d'eau dans les bureaux, enfin à RSE et tout ce qui est autour? D'abord, le gros sujet en matière de conseil en RSE, c'est l'environnement. Ce qui est au sein de la RSE, c'est le sujet décarbonation, environnement qui est le gros moteur. C'est faible en volume aujourd'hui. Par contre, le nombre de projets dans des phases amont est important. Donc on pense que ça va effectivement devenir une source de business significatif. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est aux alentours de 3% sur le business centré RSE au sein de Wavestone. Les compétences RSE, par contre, sont déployées dans beaucoup plus de missions, parce que par ailleurs, la RSE, c'est à la fois un thème qui donne source à des missions, mais par ailleurs, ça devient une compétence qu'il est indispensable d'intégrer dans des missions qui portent sur d'autres sujets, parce que ne pas prendre en compte aujourd'hui les sujets de RSE sociaux, environnementaux, ça devient un défaut de conseil. Donc on est amené à déployer, on a un très important programme de formation en interne. On considère que ça fait partie des compétences indispensables des consultants. Et il y a des volets RSE de plus en plus qui prennent une consistance importante dans le cadre des missions de transformation qu'on mène pour nos clients. Mais donc en source de business, 3%, vu qu'on est sur des phases amont de projets, on peut imaginer qu'assez rapidement, ça devienne une source de business assez significative. Quand on a lancé la practice RSE, le pari qu'on faisait, c'est de dire la RSE, ça va devenir un moteur aussi important de transformation chez nos clients que l'a été le digital. Et on reste assez persuadé que ça va être le cas. Et vous avez acquis une petite affaire en Angleterre qui correspond à ça, en fait? En France, qui s'appelle Nomadeis, qui constitue la colonne vertébrale de la practice Sustainability qu'on a créée en France pour servir ce besoin. Mais au-delà de cette société, on a réuni toutes les compétences RSE qu'il y avait au sein du cabinet dans cette practice. Et donc, il y a à peu près 150 personnes qui bossent dans cette practice aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, beaucoup de formations qui permettent de développer des compétences RSE dans toutes les pratiques du cabinet. Juste un dernier petit point. Le payout, 15%, c'est pas beaucoup, on peut dire. Je me trompe pas, c'est le ratio? Oui, c'est le ratio. C'est la politique de Wavestone depuis qu'on s'est introduit en bourse, depuis 2000, qui est la manifestation du fait que Wavestone, c'est avant tout une boîte de croissance. Donc, effectivement, on réinvestit 85% du résultat net tous les ans dans le développement de la société, ce qui a permis à Wavestone, sur un peu plus de 20 ans, de passer d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros aujourd'hui. On pense que c'est avant tout ça qu'on a à délivrer comme création de valeur à nos actionnaires. J'ajouterais que ce n'est pas beaucoup, mais en dehors de l'année 2020, on a suspendu le versement du dividende. Le dividende a progressé tous les ans depuis 2000. Et donc, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Petit à petit, finalement, ça devient des versements qui deviennent significatifs. Ma réponse ne vous a pas convaincu, là, sur le... Non. Quand est-ce qu'elle est arrivée, en fait? Bah écoutez, finalement, à chaque fois qu'on va quelque part avec Patrick, il démarre à fond de ballon dans sa voiture. Moi, je prends le métro tranquille et j'arrive avant lui. Donc, je crois beaucoup au lièvre et à la tortue. Bonjour, Emmanuel Pinault, Wimberg Capital. J'aurais 3 questions aussi, si vous le permettez. La première, est-ce qu'on peut revenir sur le début d'année? Vous êtes parti au 31 mars avec 4 mois de carnet de commandes, entre guillemets. Est-ce qu'à fin mai, est-ce qu'on a toujours les 4 mois? Parce que tout le monde parle de ralentissement. Est-ce que le ralentissement est aussi sensible chez vous? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur le BFR.
Je reviens sur cette dégradation. Est-ce que c'est faire un raccourci un peu trop rapide de dire que c'est la satisfaction client qui a fait qu'ils ont payé avec un peu de retard? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qui est une petite question comptable, on s'aperçoit qu'il y a plus de dotations d'amortissement dans le tableau de flux que sur le compte de résultat. Il y a 3 millions d'écart. À quoi est-ce que c'est dû? Sur l'évolution du carnet de commandes, la prévision que je fais, c'est qu'on sera à peu près au même niveau de carnet de commandes à fin juin qu'à fin mars. Une prise de commande pas incroyable sur le premier trimestre, mais correcte, qui, compte tenu du fait qu'on a assez peu d'évolution des effectifs sur cette période-là, nous permettent de stabiliser le carnet de commandes. Sur le BFR, en fait, je ne le lirai pas au NPS. Grosso modo, ce qu'on constate, c'est déjà une augmentation du BFR pour partie liée à l'augmentation du chiffre d'affaires et l'accélération de la croissance en fin d'exercice. Et par ailleurs, un allongement en fait, des délais de règlement de nos clients qui n'est pas lié en fait, à la question du NPS, qui est plutôt lié finalement au taux d'intérêt, je pense à l'attention que portent nos clients finalement à l'optimisation en fait, finalement, de leur trésorerie. Où on avait pu voir en fait finalement il y a encore 1 an ou 1 an et demi des délais de règlement qui se raccourcissaient par rapport aux engagements. Là, on est en train de revenir aux engagements en fait pris dans les contrats. Donc ça allonge en fait allonge les délais. Par ailleurs en fait, donc on peut s'attendre à une tension en fait finalement sur ces allongements de délais de règlement. Il faut qu'on s'organise mieux et c'est presque le premier point, qu'on s'organise mieux en fait finalement pour bien gérer ce BFR en fait dans un contexte plus tendu en fait pour le coup. Sur la troisième question, est-ce que vous pourriez repréciser votre question? J'ai pas. Quand on regarde sur le compte de résultat, vous avez 5 millions de dotations aux amortissements. Il y en a 9 millions sur le tableau de flux. Il y a un premier point qui est que il y a un écart de 1,5 million qui vient de l'amortissement de la relation clientèle, qui est après le résultat opérationnel courant. Et je pense qu'il doit y avoir un effet IFRS 16, mais là je laisse Laurent confirmer. Vous n'en avez pas provisionné des contrats? Non, tout est passé dans la ligne amortissement et provision du compte de résultat. Non, on est sur sur des provisions ensuite. En fait, c'est sur les mêmes lignes, sur la dotation nette aux amortissements et provisions. C'est plutôt sur la partie provision, en fait, finalement, que ça a augmenté. Notamment, donc, parce que la partie parler de la question de la relation clientèle qui est stable. Et l'augmentation, elle est... Mais c'est l'écart entre le compte de résultat oui, et je propose de regarder... On viendra vers... Je regarde plus précisément cette question-là, je reviens vers vous. Le tableau de flux à partir du compte de résultat IFRS, c'est vraiment c'est catastrophique, on n'y comprend rien. On s'arrache les cheveux. Moi aussi. Si des personnes dans la salle sont d'accord pour initier une pétition pour remettre en cause les IFRS, je suis assez preneur. Bonjour Pascal, une petite question sur les États-Unis. On a l'impression que ça fait longtemps que vous êtes là-bas, que ça décolle pas forcément aussi vite que ce que vous avez pu nous dire dans le passé. Finalement, est-ce que c'est intéressant d'y rester? Est-ce que ce serait pas plus simple de quitter les États-Unis et de se refocaliser sur l'Europe? Non, mais c'est vraiment une très bonne question. Et on s'est beaucoup interrogé sur la question en disant c'est quoi le bilan États-Unis, de l'investissement qu'on fait aux États-Unis, qu'est-ce que ça apporte véritablement à Wavestone? Et aujourd'hui, le bilan est contrasté. Hein, ça nous mobilise beaucoup d'énergie. Et on n'a pas réussi à faire décoller les résultats. Il y a deux réflexions qu'on a et un petit constat qu'on fait. D'abord, on n'arrive pas à le matérialiser dans les chiffres, mais la situation, ce qui nous a foutu dans le trou aux États-Unis, c'est le fait qu'on a mis en place une équipe de management et que ça ne s'est pas bien passé et qu'on a fait partir le CEO
Et du coup, on a eu du mal à relancer l'activité avec ça. Les progrès ont été réels en 2022, d'où notre frustration du fait de le voir se matérialiser les résultats seulement en fin d'exercice, mais la situation n'a plus rien à voir par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. Donc, ça, c'est le constat en disant, en tout cas, il n'y a pas le feu au lac. On voit que petit à petit, on crante des choses. Mais plus globalement, en dépit de l'énergie que ça nous coûte, ça nous a déjà rapporté énormément vis-à-vis de nos clients européens. C'est une des raisons, vous savez que BNP Paribas était notre premier client il y a quelques années. Et puis petit à petit, on s'est fait décramponner chez BNP Paribas. Et une des raisons clés, c'est que BNP Paribas se voit comme un groupe mondial, ce qu'il est. Et il voit Wavestone comme un acteur, il voyait Wavestone comme un acteur franco-français. Et puis grâce aux États-Unis, on est intervenu sur un certain nombre de projets, en particulier en lien avec Bank of the West, qui était un souci de préoccupation important avec BNP Paribas. Et ça nous a redonné de la visibilité auprès des donneurs d'ordre clés chez BNP Paribas. Et vous voyez que BNP Paribas est en train de redevenir un très grand client, en dépit d'une discipline sur les coûts qui me paraît exagérée compte tenu des résultats de la banque. Mais l'histoire de BNP Paribas, elle se reproduit chez Sanofi, Air Liquide, AXA XL. Donc on voit que la raison pour laquelle on a voulu se développer à l'international, là où elle se concrétise le plus, qui est finalement ne pas disparaître du radar de nos grands clients européens, là ça se concrétise le plus, c'est aux États-Unis. Le fait qu'on soit présent aux États-Unis, ça change beaucoup de choses pour nos clients. Et pourtant, on est aujourd'hui tout petit aux États-Unis et on ne peut pas dire qu'on soit un cabinet reconnu sur place. Mais néanmoins, ça a commencé à changer notre position. Et puis ensuite, vous le savez, Wavestone est un projet de long terme. On veut continuer à avoir une croissance forte. On vise 750 millions en 2025. On veut aller plus loin au-delà. Et ce n'est pas envisageable d'avoir un cabinet de conseil qui pèse 1 milliard d'euros, qui soit centré sur l'Europe et puis qui a 2 ou 3 vagues partenaires aux États-Unis. Ça n'existe pas. Il y a un cabinet de conseil européen qui est très établi, qui s'appelle... non, parce que là, que tu me serres le genou, je veux bien. Mais le reste, ça commence à devenir trop tendre pour moi. Donc, qui s'appelle Bearing Point. Et Bearing Point, aujourd'hui, a un sujet il n'est présent qu'en Europe. Et ça commence à limiter son développement chez plein de comptes. Et donc, leurs questions, on les voit finalement à l'acquisition aux États-Unis, exactement pour la même raison que nous. Parce qu'ils se disent qu'ils sont à 800 millions d'euros. En Europe, ils se disent comment on fait pour passer à l'étape d'après. Exister sur la carte en restant focalisé, c'est déjà, il faut être à 100 millions de... En restant focalisé sur les sujets IT, cybersécurité digitale, il faut être au minimum à 100 millions d'euros et pas trop dispersé entre différents secteurs d'activité. Et puis ensuite, effectivement, on voit qu'un cabinet qui commence à exister et être connu aux États-Unis, c'est quelques centaines de millions de dollars. J'ai dit 100 millions d'euros, je voulais dire 100 millions de dollars. Mais... Le jour où on fermera les États-Unis, je vous autorise à m'envoyer un smiley. Juste un petit point, le 1,4 million d'euros de charges IFC liées à la convention Syntec, c'est un flux ou pas? C'est en fait une charge en fait one-off en fait juste cette année. En fait, l'avenant a rectifié les conditions de calcul des indemnités de retraite en intégrant en fait finalement des choses qui n'étaient pas intégrées auparavant, notamment les rémunérations variables. Donc ça a amené en fait à devoir rectifier la provision et donc à prendre en compte en fait cet écart sur cette année en fait finalement uniquement. Donc c'est non cash, hein. C'est juste un changement de calcul. C'est peut-être ça qui explique votre truc sur le tableau de flux. Peut-être trouver ça. Donc il n'y aura rien cette année. Non, donc on peut augmenter déjà de 1,4 million de résultats opérationnels. C'était le sens de la petite note qui figurait sur le compte de résultats. Ce qui fait qu'entre le 1,4 million, l'international,
Votre hypothèse est prudente en termes de marge opérationnelle? Non, il y a quand même un effet jour de moins 1,6 qui représente exactement 1,6 point de marge qu'on perd à travers ce... D'accord. Et qui va être très violent au premier semestre. Et qui est très violent au premier semestre. Même au premier trimestre. Oui. Donc le premier semestre, c'est pour ça qu'on a averti qu'au premier semestre, on allait se prendre de plein fouet un effet jour de moins 2,4, qui là par contre sur un semestre, un élément plutôt exceptionnel. Et donc du coup, on avertit d'ores et déjà que les résultats du premier semestre seront impactés par cet effet moins 2,4 qui n'existera pas, qui sera dilué sur l'ensemble de l'année, puisqu'il n'y a par contre pas d'effet jour au second semestre. Et le M&A, les prix, vous payez relativement cher ce que vous achetez. A priori, c'est que ça doit être de qualité, j'imagine. Mais la tendance que vous voyez à ce jour, comment ça se présente? Les prix baissent? Les prix se détendent. Je dirais pas que les prix baissent. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a pas mal de M&A. C'est assez exceptionnel hein, dans les 2-3 dernières années. On a eu pas mal d'échecs dans nos acquisitions pour des questions de prix. Très souvent face à des fonds de private equity, Accenture ou EY, qui sont vraiment des acheteurs sur le marché qui font flamber les prix. Et donc, on a eu pas mal d'échecs, que ce soit en France ou à l'international, pour des questions de prix, parce qu'il y a vraiment eu un boom sur les prix. Donc, vous avez l'impression qu'on paye cher, mais finalement, on a gardé une certaine discipline sur nos rationnels d'acquisition. Et on pense qu'on est arrivé au terme de cette flambée. On commence à en voir les effets. C'est pour ça qu'on évoquait le fait qu'aux États-Unis, ça permettait d'ouvrir le fait de faire un peu plus de M&A pour atteindre plus vite la masse critique dont on parlait. Et en dehors de l'aspect technologique, quel est votre critère en termes d'acquisition, de prix d'acquisition? On regarde, finalement, on raisonne ratio chiffre d'affaires sur valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. Et on pondère, ensuite on a des niveaux de ratio qui sont différents en fonction du potentiel de rentabilité de la société et de son track record en termes de croissance. EVE sur CA, c'est combien? EVE sur CA, c'est, je veux dire, de 0,8 à 2 fois le chiffre d'affaires. À une époque, on avait tendance à dire de 0,5 à 1,5 fois le chiffre d'affaires, mais on voit quand même que les prix de marché se sont décalés vers le haut. Ça dépend de l'EBIT, en fait. Oui, en fait, du potentiel. Il y a un truc, c'est du potentiel de rentabilité. Parce qu'on fait une analyse, finalement, du PNL des boîtes qu'on regarde en regardant quel est le potentiel de rentabilité. Vous avez des fois des boîtes qui sont très bien gérées, qui génèrent une marge opérationnelle de chiffre, mais il n'y a aucun upside possible, parce qu'elles sont super bien gérées. Puis par contre, vous avez des boîtes sur lesquelles vous voyez plein de leviers d'amélioration de la rentabilité qui sont à 5% des bits, mais c'est une bien meilleure affaire. Parce que vous êtes capable de remonter le potentiel, de remonter la rentabilité en jouant sur des leviers, synergie commerciale, plus d'efficacité opérationnelle. Bonjour, j'aurais juste deux petites questions justement sur le M&A. L'année dernière, en fin 2022, vous mentionniez que vous étiez plutôt rassasié, on va dire, sur le UK. Là, ça revient dans votre discours. J'aimerais savoir un petit peu à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la bonne dynamique de marché que vous mentionniez, les valos dont on parlait juste avant, ou plutôt la très bonne intégration des deux acquisitions que vous avez réalisées l'année dernière, qui vous rendent plutôt optimiste sur le marché? Ma deuxième question est sur le secteur public. Vous avez bien réduit l'effort commercial l'année dernière. Quid des perspectives pour 2023, que ce soit sur la tendance de marché ou votre effort commercial à vous? Merci. Sur le M&A au UK, on avait dit qu'on était temporairement rassasié et qu'on se concentrait sur la bonne intégration de Penn et Cohus avant d'attaquer de nouvelles acquisitions. L'intégration se passe très bien, elle est pratiquement terminée et surtout elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Vous voyez les résultats finalement au Royaume-Uni qui ont été très, très satisfaisants. Donc on s'estime prêt à réouvrir le M&A sur cette géographie pour cette raison. Sur le secteur public, je dirais que ce qu'on constate, c'est que en termes de demande, on est plutôt un petit peu rassuré par rapport à ce qu'on avait
constaté ou finalement anticipé il y a un an. Ça reste pour autant, les sujets qui ont défrayé la chronique restent quand même d'actualité. Hein. Donc on considère que ça reste un environnement dans lequel il faut être extrêmement prudent. Je dirais que je partageais lors de mon commentaire tout à l'heure qu'on a fait moins de croissance que ce qu'on avait fait dans les années passées. On a fait 5% de croissance. Et donc ça traduit le fait que la demande a quand même plutôt correctement résisté. On va rester en tout cas sur le premier semestre dans la lignée de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On répond aux demandes qui nous semblent vraiment de bonne facture. Bien sûr, en premier lieu, on assure l'ensemble des engagements qu'on a. On a beaucoup d'engagements. Vous savez que dans le secteur public, il y a des engagements de long terme. Donc on assure bien sûr l'ensemble de nos engagements. On est prudent sur notre réponse à la demande, mais dans les mêmes proportions que ce qu'on a fait cette année. On se reposait la question dans quelques mois en fonction de l'évolution du contexte politique notamment. Et juste peut-être pour rebondir sur votre point, c'est quoi du coup les alternatives justement quand vous répondez plus à ce type de projet? Ils arrivent à trouver chez la concurrence, ou il y a plutôt un phénomène assez commun à tous les acteurs du secteur qui n'ont plus envie en fait de travailler avec le secteur public? Toute la place du marché, tous les grands cabinets de conseil sont présents sur le marché. Donc, je dirais que je pense que le secteur public trouve chaussure à son pied, notamment avec cette baisse de la demande qu'elle a organisée. Donc, je pense beaucoup d'acteurs restent présents et beaucoup d'acteurs sont en capacité de répondre. Voilà. Certains ont fait le choix, comme nous, de lever un petit peu le pied sur le plan commercial. D'autres sont restés très présents, et notamment des gens qui sont très exposés, plus exposés que nous. Vous savez qu'on est exposé à peu près à un peu plus de 10%. C'est ce que représente le secteur public aujourd'hui. Donc, je ne pense pas de problème pour le monde public pour trouver des fournisseurs de conseils. Voilà. On a été quand même plus prudent que la plupart des acteurs de la place. Ouais. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier de votre présence à cette réunion. Nos prochains rendez-vous, c'est le 26 juillet pour la publication relative au premier trimestre 2023-2024, et publication que nous aurons l'opportunité de commenter le lendemain matin à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Wavestone, que je vous recommande. Il y a toujours un buffet qui est extraordinaire à cette Assemblée générale. À très bientôt. Bonne journée.